Si vous bossez chez Kinder et que vous hésitez à remettre les Kinder Softies, alors attention, pas les nouveaux Kinder Softies pourris que vous nous faites là, non, je vais faire une annonce officielle. Ça, c'est les nouveaux Kinder Softies, pas bon, échec, on n'en veut pas. Ça, c'est les Kinder Softies de mon enfance. C'est ça c'est un Kinder Softie. Avec la petite crème à l'intérieur dedans, le truc qui croustille, on ressentait quelque chose à la Kinder Bueno, quoi, finalement. Ça n'existe plus. Si vous arrivez à mettre la main sur une boîte, appelez-moi, je suis réellement capable de vous proposer une dinguerie pour avoir une boîte de ces trucs. Avec mon frère, on est complètement fan de ça, et je peux vous dire que celui de nous deux qui arrive à dire à l'autre qu'il a une boîte en sa possession, ça peut se vendre très très cher en interne dans la famille Simonin. Enfin bref. Un avis sur BNB, fiabilité et tout ça. Alors moi, je le trouve particulièrement fiable. Je rappelle que le BNB, c'est l'une des crypto-monnaies qui a le mieux résisté à la fonte des glaces. C'est le dinosaure qui a le mieux résisté à la météorite qu'on a eu cette année. Encore une fois, quand on regarde l'ATH, on était sur un ATH à 650, on est aujourd'hui à plus de la moitié, un peu moins de la moitié, de l'ATH, ce qui est plutôt résilient. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a 1, 2 à 3 millions de dollars de BNB, qu'il me contacte. Je plaisante pas du tout. Et puis vous allez me dire, oh là là, Owen, t'es complètement fou, personne n'a ça. Dans mes abonnés, des fois, les gars, j'ai des surprises assez folles. J'ai un plan et je peux peut-être lui proposer quelque chose qui est intéressant. Toute personne qui a une grosse quantité de BNB, on a peut-être quelque chose qu'on pourrait lui proposer qui pourrait l'intéresser. Je vous ferai faire un petit Satoshi test pour être sûr que vous savez bien votre portefeuille, parce que sinon vous allez juste me trouver un portefeuille avec de l'argent dessus. Un jour j'ai dit ça sur YouTube, vous verriez le nombre de MP que j'ai eu. Même si un bonhomme sur 5 était un menteur, il y en avait quelques-uns qui étaient vrais quoi. Et je pense que je ferai un appel communautaire parce que j'ai un projet, si ça passe, ça peut vraiment être lourd, mais il y a un risque à prendre, évidemment. Et il y a un rendement costaud à la clé si j'arrive à le sortir quoi. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose que pas grand monde a réussi à faire dans le monde de la blockchain aujourd'hui en tout cas. Hiver crypto, Kraken annonce devoir licencier 30% de son personnel. Alors beaucoup de gens me disent oh ouais, c'est toujours des boîtes à l'international qui annoncent ça, jamais en France, parce qu'en France tu peux pas faire ça mon pote. À part si t'es à 2 doigts de la faillite, Kraken licencie parce que on est en bear market, on diminue et on désexpose, on diminue sa voilure et on essaye de garder du cash pour garder que les effectifs totalement nécessaires et qui permettent de se développer en dépensant moins de trésorerie. Bybit licencie 30% de ses effectifs, tout pareil. Autant te dire qu'en Europe et en France, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire que soit tu n'as plus d'argent et tu crèves, soit tu ne peux pas licencier comme tu veux, parce que licencier, ça coûte tellement cher. Tu dois passer en licenciement économique, c'est très compliqué pour plein de raisons. Bref, ça arrive beaucoup plus facilement à l'international qu'en France, parce que c'est une stratégie d'entrepreneur de diminuer ses charges récurrentes ou non. En France, on ne permet pas de le faire. Bonne ou mauvaise idée, je trouve que socialement, il y a plein d'avantages et c'est une très bonne chose. D'un point de vue entrepreneurial, c'est des fois très compliqué pour des sociétés de survivre et je pense que ça tue certaines boîtes. Bref, des avantages, des inconvénients. En attendant, on en voit beaucoup qui le font. On va quand même évoquer aussi l'affaire FTX quand même, parce qu'il faut, et ce scandale total pour les investisseurs qui se poursuit, l'affaire continue avec, 3 nouvelles interviews ces derniers jours. Des interviews suffisamment intéressantes pour qu'on en parle ici, ou pas d'ailleurs. Owen, est-ce que les propos des uns des autres, est-ce que ces interviews des derniers jours, parfois lunaires, il faut bien le dire, apportent de nouveaux éléments? Il y a eu différents types d'interviews et Sam Bankman s'est lui-même représenté sur différentes plateformes, comme par exemple hier soir vers 1h du matin où il était en live, il répondait, il y avait 40 000 personnes dans un space sur Twitter et il répondait à toutes les questions. On apprend qu'il savait effectivement qu'FTX remontait de la liquidité à société Alameda, comme l'avait dit pour le coup la CEO d'Alameda qui avait déjà affirmé que Sam Bankman-Fried savait qu'il y avait des transferts de fonds d'une structure à l'autre. Il y a également le fait que sur Twitter, on apprend un petit peu plus sur les pratiques, sur les effets de levier et sur la liquidité qui était utilisée par la plateforme. On apprend qu'il y avait un produit de earning, donc pour générer des intérêts qui était proposé par FTX, qui devait par définition et qui pouvait selon ses conditions d'utilisation utiliser une partie de cette liquidité pour maintenir certaines positions à effet de levier sur la plateforme, alors qu'en réalité on utilisait l'intégralité des fonds d'FTX pour ce genre de produit. Sam Bankman lui-même précise qu'il était totalement dévoué au développement d'FTX, qu'il ne regardait pas du tout les risques qui étaient pris par la plateforme, ni même l'engagement de ces différentes liquidités. Lui, 100% de son énergie, c'était sur le développement et théoriquement, c'était censé être le problème d'autres personnes en interne dans l'entreprise. Il explique également que selon lui, FTX US a totalement la liquidité pour permettre aux clients de retirer et que s'il était CEO, il pourrait dès demain rallumer les retraits, en tout cas pour la plateforme FTX US. Pour le coup, il répond également à la question comme quoi la société FTX lui aurait prêté à lui-même 1 milliard. Il expliquait que l'objectif était de tout réinvestir dans la société. Bref, beaucoup de discussions, beaucoup de choses où on manque de visibilité aujourd'hui. En tout cas, le discours est en train de s'ouvrir de plus en plus, notamment dans son intervention au New York Times cette semaine. On commence à voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent lui poser des
questions. Il essaye de répondre. Très souvent, il explique quand même qu'il ne peut pas répondre. Mais pour l'instant, on n'avance pas plus dans l'histoire. J'ai été à Investir Day, c'était assez particulier. Le lendemain, j'étais à Meta Days où j'ai parlé du métaverse, des NFT et de pourquoi toutes les marques continuent d'aller dans cette direction. Et c'est vraiment très intéressant. Avec la H Consulting, on bosse vraiment là-dedans. En attendant, sur Investir Day, ça l'était encore plus. Pourquoi ? Il n'y avait pas n'importe qui. J'étais avec l'autorité des marchés financiers, la représentante de l'autorité des marchés financiers, en tout cas lors de ce panel. Et j'étais également avec le représentant de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et du coup, autant vous dire que moi, j'étais là un peu genre, tout va bien. Et du coup, j'ai parlé pendant un bon 30 minutes avec l'AMF et avec l'ARPP, qui d'ailleurs vont définir ensemble plein de choses pour parler de crypto-monnaie et pour définir un certain cadre, notamment sur de l'influence responsable. Et c'était relativement intéressant parce que je me rends compte qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal à définir, notamment avec l'AMF et la RPP. Moi, c'est un dialogue que j'aimerais bien ouvrir. Je leur ai d'ailleurs laissé savoir que la H Consulting, étant donné qu'on représente beaucoup d'influenceurs, beaucoup de médias et beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de la publicité et de la communication, on était évidemment très ouverts à avoir une communication responsable et qu'on attendait vraiment de voir leurs travaux de 2023 pour pouvoir définir certaines normes sur la façon de communiquer dans le domaine de la finance et dans le domaine de la crypto-monnaie. En attendant, autant vous dire que j'ai sorti mon plus beau costard, que j'étais droit, que je me tenais debout et que j'essayais d'être le plus pédagogue possible parce que c'est pour moi très important. J'ai du mal à comprendre pourquoi on gagne avec le stacking. Est-ce que tu peux m'expliquer ? En gros, quand tu vas immobiliser ta crypto-monnaie, tu vas donner le droit à un validateur de sécuriser des blocs et de recevoir des commissions. Plus tu immobilises de crypto-monnaie, plus le validateur va recevoir de commissions. En immobilisant cette crypto-monnaie, tu participes à deux choses. Premièrement, le proof of stake, le consensus de sécurisation qui permet à la blockchain de tourner et de valider les blocs, mais d'un autre côté, tu permets également à sa décentralisation. Pourquoi ? Parce que s'il faut 51% d'une crypto-monnaie pour prendre le contrôle de force de sa gouvernance, s'il y a 60 ou 70% des gens comme toi qui vont staker leur token, à ce moment-là, il devient impossible, tu t'en doutes bien, d'avoir 51% des cryptos parce qu'il y en a plus de 51% immobilisés. De la même façon, tu vas avoir le droit, quand tu immobilises ton token, de voter et de prendre des décisions sur le développement et donc la gouvernance décentralisée du projet. C'est toi qui vas choisir les budgets pour les équipes techniques, de développement, pour son avancée et également, indirectement, choisir une partie de l'avenir du projet et de la façon dont il va se développer parce que plus un projet blockchain avance, s'il se veut décentralisé, plus il le sera. C'est pour ça, par exemple, qu'Elrond a de moins en moins de nœuds sur son validateur et que la plupart des blockchains qui se veulent être des Layer 1 ont une gouvernance qui tend petit à petit à être remis entre les mains de la communauté. De la même façon, quand tu vas immobiliser tes tokens, généralement, tu as ce que l'on appelle, en bourse, c'est une prime d'illiquidité. Mais par exemple, tes tokens vont être bloqués 10, 20, 30 jours parfois. Ce qui veut donc dire que quand le cours bouge, si tu as envie de retirer et de vendre tout de suite, tu ne peux pas vendre tout de suite. Et donc, naturellement, comme tu ne peux pas vendre tout de suite, tu sécurises et tu stabilises un petit peu plus le cours également. Voilà quelques exemples de réponses. D'ailleurs, les amis, je vais devenir sponsor officiel d'une équipe de League of Legends. Ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent peut-être sur tous les réseaux sociaux, vous avez peut-être une idée, je n'en dis pas plus, mais voilà, ce sera une équipe qui est une petite équipe qui vient d'arriver, mais avec des bonhommes dont j'apprécie fortement les valeurs, qui pour moi ont une énergie énormissime. J'allais faire la blague de « je rachète la K-Corp », pas du tout, absolument pas. Je ne pourrais pas être le CEO de mon CEO, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en attendant, non, c'est une plus petite équipe qui se lance et qui est beaucoup plus exposée sur YouTube. Mais en attendant, ouais, j'adore les gars, ils me font kiffer à mort et je vais me ranger derrière eux et je vais essayer de leur apporter un support financier comme je le peux. C'est l'équipe de Sam Bankman-Fried, évidemment ils sont aux Bahamas, ils ont du temps les mecs, alors maintenant ils sont en train de staffer à mort et autant vous dire que l'année prochaine ils visent la NFL. Non.